Eh bien, bonjour Claudia, comment vas-tu? Bonjour Cédric, je vais très bien, ravie. C'est ma première interview, Oh là là, donc c'est assez, c'est un honneur. c'est un honneur pour moi d'être venu comme ça. Alors, c'était pas du tout prévu, hein, Chez mais moi. ouais, chez toi. Fou. Pour une fois, je me déplace. D'habitude, Mm. j'ai pris l'habitude maintenant avec la saison 2 des théâtreux Ouais. de plutôt recevoir mes invités. Bah, en fait, ça change. Et ben, j'aime bien. Dans le 20e arrondissement. Dans le 20e, j'aime bien ce La quartier en rue la plus plus. cool de Paris, J'adore ce quartier en plus. Moi, Belleville. j'ai vécu à Belleville pendant Ouais. 1 an et j'ai adoré ce quartier. Mm. Et ça me fait plaisir de revenir un peu dans les racines, on va dire. Et surtout pour te rencontrer, parce que j'ai eu la chance hier soir, parce que c'est très très frais, Mm. de devenir te voir. Je vais y arriver, de venir te voir, pardon, au théâtre. C'était au studio Héberto Mm. pour la pièce qui s'appelle Après la fin, où tu partages affiche avec Julien Grissol. Mm. Hein, on dit bien comme Absolument. ça. Voilà. Et du coup, eh ben, évidemment, la pièce m'a interpellé. Et j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur toi, Mm. sur ton parcours, sur ton métier. Et on va le rappeler immédiatement, c'est que c'était ta première mise en scène. Exactement. Alors Ouais. déjà, on va, avant de revenir sur ton parcours, etc., moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de savoir comment tu te sens après cette première incroyable. Et c'est surtout cette première mise en scène, parce que c'est quand même Mm. beaucoup de travail. C'est un vertige, il y a quelque chose d'assez délirant. Alors déjà, je trouve ça plus simple de, entre guillemets, cacher derrière un texte d'un auteur britannique que j'aime beaucoup, Dennis Kelly, que j'ai découvert dans une école à Londres, on en reparlera plus tard, Mm-hmm. que j'ai faite. Mais j'aurais été encore plus frileuse si ça avait été mon texte en tant qu'autrice, plus ma mise en scène. Mais là, j'ai pris des libertés sur un texte qui sont mon approche en fait du plateau, mon approche du théâtre que j'ai pu injecter, donc qui est mon univers, mais je me sens quand même protégée par un texte. Donc je suis surtout, très émue de la réception. Il y a eu des gens qui ont eu un choc. J'aime bien moi le subversif dans l'art. J'aime provoquer les sensibilités. Et la salle, elle était pleine. Et je m'attendais pas du tout à ça parce que j'ai commencé la com extrêmement tard, moins d'une semaine avant la première, parce que j'étais en tournage sur 2 films et que ça m'a pris énormément de temps, donc en pleine création, enfin voilà. Et en fait, la salle était pleine et il y a eu des réactions très vives et ça m'a beaucoup touchée. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore vu la pièce, parce que tu as la chance d'aller jouer cette pièce dans un théâtre très sympa d'Avignon Off. Oui. Donc là, tu pars dans quelques jours. Là, tu es en plein dans tes valises, j'imagine. Voilà, donc tu es en train de préparer tout ça. Je pars dimanche. Voilà. Je pars dans 3 jours. C'est un peu dingue, exactement. Au moment où cet épisode va être tourné, du coup, tu viendras de partir parce que l'épisode va sortir lundi. Et du coup, en fait, j'ai tellement de choses à te raconter, à voir avec toi. C'est que moi, tu parlais de choc. J'ai été dans la salle hier soir et je remercie encore ceux qui m'ont invité et vraiment c'était très agréable de pouvoir venir te voir et t'applaudir et d'applaudir également ton partenaire de jeu. Vraiment, le mot choc, c'est un bon résumé pour la pièce. C'est-à-dire qu'on s'attend pas à ça. J'en ris, mais je devrais pas, parce que j'ai toujours des rires quand on parle de choc et de sidération. C'est un sujet qui est très sensible. Alors, on va en parler direct. On va rentrer direct dans le sujet. Ça parle de la violence envers les femmes, malheureusement. Un sujet qui est extrêmement sensible, surtout en 2026, encore plus malheureusement qu'en 2026. La violence d'un homme sur une femme. Exactement. Et du coup, c'est un thriller psychologique. Est-ce que tu peux d'abord faire un petit résumé de la pièce en quelques phrases? Alors, après la fin, c'est un concept assez fou. C'est 2 collègues de bureau qui vont se retrouver ensemble dans un bunker, car il y aurait eu, je mets un conditionnel parce que le doute plane dans cette pièce sur cet événement apocalyptique
qu'aurait été une attaque nucléaire sur Terre, où 2 collègues de bureau doivent survivre ensemble dans un bunker. Ils ne se connaissent pas, enfin ils se sont parlé, ils ont fait quelques soirs ensemble, Marc et Louise, mais ils doivent survivre, ils doivent partager des provisions et ils doivent se parler. Ce sont 2 solitudes contemporaines dans des mondes très différents. Elle un peu plus riche que lui, de 2 bords politiques différents, de 2 sexes différents, qui n'auraient jamais eu l'occasion de se parler s'ils n'avaient pas été ensemble dans ce bunker. Et ils y restent un certain nombre de jours. Et c'est Marc qui a sauvé Louise de cette attaque nucléaire. Donc, il est son sauveur et elle doit confronter, dialoguer, échafauder une stratégie de convivialité avec cet individu. Et évidemment, les pulsions se déchaînent parce que on est en pleine fin du monde et que les instincts primaires animaux se déchaînent dans des situations aussi limites et aussi extrêmes. C'est un beau résumé parce que on s'attend pas à toutes ces émotions. C'est-à-dire qu'on passe parfois du rire nerveux, aux larmes, au choc, à l'interrogation, comme tu dis, à ce doute qui plane pendant toute la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, avec ce côté très sombre aussi, parce que ça reste un bunker, donc du coup, on imagine, tu sais, beaucoup de béton, beaucoup de... Le froid, on est sous terre, froid, etc. Pas de lumière. Voilà, il n'y a pas de lumière, donc du coup, c'est vraiment un contexte très particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé ta mise en scène, parce que je tiens à le souligner. C'était pour une première mise en scène, franchement, c'est bien joué. Moi, c'est quelque chose qui me parle. J'aime beaucoup, par exemple, alors, je sais pas si on peut le dire un peu, mais les comédiens dont tu fais partie bougent eux-mêmes le décor pendant toute la pièce. Ça donne une dynamique complètement différente. Ça amène justement à quelque chose de moderne. Les gens au théâtre n'ont pas encore l'habitude peut-être de ce type de mise en scène où c'est souvent des décors qui ne bougent pas trop, etc. Et là, c'est une vraie intention. Hein. Je peux en parler. En fait, cette pièce pour moi elle parle de pouvoir. Pouvoir faire, enfin l'impuissance, de puissance, d'impuissance, du pouvoir dans toute sa dimension métaphysique et philosophique et même politique. Et moi, pour moi, toucher à la mise en scène, toucher aux objets, toucher au décor, c'est aussi le comédien qui prend le pouvoir sur l'espace de jeu. Et je trouve ça hyper important. Et moi, je prends aussi le pouvoir en tant que comédienne en mettant en scène un spectacle. Et c'est pour moi un endroit de reprise de pouvoir et d'empuissancement très important. Et je pense que cette pièce parle d'empuissancement. Même, enfin voilà, à différents niveaux pour les 2 personnages. Surtout le personnage féminin, malgré l'abîme et l'abysse. Moi, ce que j'ai voulu raconter, c'est une reprise de pouvoir et forcément, il fallait reprendre le pouvoir aussi sur la scène et sur l'espace scénique. Donc, c'est une vraie intention aussi, comment dire, archétype, enfin, organique, quoi. Je vois. Presque animal. Ouais, en fait, c'est récupérer son animalité, pour moi. C'est reprendre le pouvoir sur son humanité. Ouais, c'est un beau résumé parce que vraiment, c'est très puissant. On va pas tout dire parce qu'évidemment, on va inviter les spectateurs à venir se voir et t'applaudir parce que c'est extrêmement fort à vivre. Moi, en tant que, j'étais en mode spectateur. J'étais pas en mode théâtreux hier. Moi, j'étais vraiment en mode, c'est super. En mode spectateur. Je suis mis en mode vraiment, voilà, mode spectateur et vraiment, j'étais dans le truc, mais qu'est-ce qui s'est passé? On a envie de savoir, cette curiosité un peu malsaine. Et on veut savoir comment, ça va se finir. Est-ce que, tu vois, il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je suis posé 15 milliards de questions. Et à la fin, bien sûr, sans spoiler quoi que ce soit, j'ai pas spoilé. Hein. Je tiens à dire, le thriller psychologique, j'ai bien pitché. C'est pas simple à faire. On se dit, putain, comment je vais pouvoir pitcher ça, quoi. Bravo. Là, il y a le jeu aussi, on en parlera, mais ça, c'est un autre sujet de la pièce. Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'en tant que spectateur, je te l'ai dit en off et je te le redis en on, c'est-à-dire que moi, j'ai été dans un état un peu second encore 2 heures après. Ouais. Vraiment. Je suis venu accompagner et du coup, on se posait des questions après en sortant de la pièce, en disant, mais ça, et du coup, on dit, mais ça va, et tout, ouais. C'est une transe. Ouais. En fait, j'ai cherché, à travers cette mise en scène, à recréer un état de transe, voilà, pour le spectateur aussi. J'ai même travaillé avec le son. J'ai mis même des chants mongols à un moment donné, qui sont des activateurs en fait de transe, en conscience, dans le sens où pour moi, ça parle de prédation, cette pièce, et le phénomène de la prédation, c'est un phénomène d'envoûtement aussi, et d'hypnose. Et j'avais envie que le personnage féminin vive en fait une hypnose qui endort tous ses sens et qui en même temps excite son système nerveux dans l'adrénaline de l'extase, dans l'adrénaline de l'horreur. Et en fait, ces constants chaud-froid sont des constitutifs en fait de nos limites en fait dans notre système nerveux. Et quand on traverse ces états-là, on rentre en transe, dans les extrêmes. Et en fait, je voulais aussi que le spectateur vive une transe. Ben, c'est bien pour qu'ils comprennent en fait ce que c'est que d'être dans une forme de d'envoûtement, quoi. Qu'est-ce que c'est que d'être envoûté, et qu'on le vive un peu aussi en tant que spectateur, et qu'on vive ensemble avec toi, en direct, avec le personnage féminin. T'as envie d'être avec ce personnage féminin, t'as envie de détester le personnage masculin, et c'est là où et de l'aimer aussi. Cette ambivalence était très importante pour moi, l'ambiguïté. Pour moi, c'est des choses, c'est des zones très sensibles, mais qui sont vachement importantes à regarder aussi. L'ambivalence. C'est vrai, l'ambivalence est vraiment là et très, limite on la touche, quoi. On la, c'est très, c'est pas évident comme pièce. Tout le monde, il faut être prêt à voir ce type de pièce, j'avoue. Mais moi je trouve que c'est un sujet, il faut en parler, c'est important. Et du coup, déjà, bravo, parce que c'est un sujet qui est tellement difficile, et de montrer la réalité pendant 1h15, 1h10, je sais plus très bien. 1h05, 1h10. 1h05, 1h10 de spectacle. Eh bien, ouais. Tiens, oh, c'est trop mignon. Ah, j'adore. J'espère juste que ça va pas faire trop de son avec le. Ah oui, alors attends, non mais je le fais juste un peu, mais. T'inquiète pas. C'est bon. Oui, il fait 45 degrés. On le rappelle, c'est la canicule. Jour le plus chaud de l'histoire. C'est pas grave. On fait des interviews, on est d'extrême. Voilà, d'extrême trans aussi. Voilà, on boit des boissons fraîches. On est bien. C'est une expérience physique aussi. Ouais, c'est vrai. Spectacle. C'est une expérience physique pour nous deux en tant qu'acteurs. Je commence, on prend de l'eau dans le visage. Enfin, on est on est en sueur, surtout, enfin avec cette chaleur encore plus, mais c'est physique. Et je pense que c'est intéressant de vivre des expériences physiques aussi en tant que spectateur. Ouais, c'est vrai. Parce que finalement, on ressent en fait physiquement des choses quand les acteurs vivent. On est aussi choqué que le sujet. C'est-à-dire que vraiment, on se met dans la peau des deux personnages. Moi, avec à un moment donné, je me suis remis en mode théâtreux et j'ai vu la mise en scène, j'ai vu le jeu d'acteurs et d'actrices qui était très puissant, très fort, parce que c'est tellement d'énergie sur scène que c'est beaucoup de répétitions aussi pour y arriver, et ça va du coup. Totalement. On ressent pas de temps. Et pour revenir à ton partenaire de jeu, du coup, Julien, qui est incroyable, qui est vraiment incroyable, qui a un rôle très difficile. Mais et justement, c'est ce que je disais, c'est un rôle qu'on veut détester, et je dis toujours que ceux qu'on déteste le plus, c'est les meilleurs. Tu vois, c'est ce qu'on retient le plus. Les méchants dans les films, c'est ceux qu'on retient le plus. Le jeu d'acteur est incroyable. J'ai énormément travaillé en fait sur Julien, sur plus que sur moi en tant que metteur en scène. Et je pense que le fait que je sois comédienne et metteur en scène lui permettait de s'autoriser plus. En fait, s'il y avait eu un metteur en scène, donc il y a eu une assistante mise en scène, Ariane Jarry,
avec laquelle on a très très bien collaboré, un peu comme un garde-fou, parce que j'aurais pas pu être dans une salle seule à seule en tant que comédienne metteur en scène avec le comédien. C'était trop délicat, et en même temps, j'avais besoin de cette prise de pouvoir sur lui pour qu'il prenne le pouvoir sur moi, sur scène. Et en fait, ce rapport, si ça avait été un metteur en scène homme qui mettait en scène et qui jouait Marc sur Louise, je pense que ça aurait été terrifiant. Et le fait que ce soit Louise, metteur en scène de Marc, j'ai pu lui dire de prendre le pouvoir et de s'autoriser à aller dans sa violence. Et on a pu vraiment travailler une danse, quoi, de nos deux énergies pendant plusieurs mois. Je te parle un peu plus de mon parcours. Alors, on a commencé à créer le spectacle fin février. Ah ouais, quand même. On a commencé les répétitions. Alors, on a fait notre première lecture en août dernier. D'accord. On a laissé poser le texte, j'ai monté mes dossiers, j'ai eu les droits de l'Arche en mi-janvier. Donc c'était une surprise parce que je savais pas si c'était facile ou pas d'obtenir les droits de Dennis Kelly. On les a eus. Super. Donc dans la foulée, en fait, on a fait une lecture avec le théâtre de l'Oriflamme. On avait à peine les droits qu'on a repris la lecture avec donc Julien. J'ai pas fait de casting. Julien, ça a été une rencontre. On n'était pas vraiment amis, on se connaissait très peu. On avait travaillé ensemble parce qu'il était chef opérateur il y a 10 ans, j'étais comédienne. Et en fait, depuis, il a eu une carrière au théâtre assez impressionnante. Il a fait plusieurs choses. Pas du tout dans ce registre de jeu. Moi, je l'avais jamais vu dans ce registre. Mais on s'est recroisés à Avignon 2022. Et on s'est dit, c'est marrant, on s'est croisés sur une autre pièce que j'avais envie de monter. Une représentation d'un auteur qui s'appelle Murray Chisgal, un auteur américain. Et en fait, Julien était dans une mise en scène de ce même auteur. Et j'ai dit, c'est très marrant. J'avais envie de monter du Murray Chisgal. En fait, on s'est dit, on va faire des lectures. Et moi, j'ai découvert, après la fin de Dennis Kelly, dans mon école à Londres, parce que j'ai fait une école, la London School of Dramatic Arts, ça a changé ma vie d'être formée en Angleterre. Alors, au théâtre. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un sujet où on va rentrer directement dedans. Direct, sans parler de l'acteur. Attends, je finis juste sur l'acteur. Vas-y, et après, on parle de la London School of Dramatic Arts. Parce que ça, c'est intéressant. Mais du coup, Julien, voilà, après Londres, moi, j'avais ce désir de mise en scène. Et puis en même temps, je l'avais vu dans son registre de jeu. Je m'étais dit, mais c'est pas du tout pour lui. Dennis Kelly, c'est un texte de théâtre contemporain, c'est très théâtre public. Lui, je l'avais vu vraiment dans un truc privé. Et j'avais moi mes idées déjà sur le texte, et en fait le principal à Londres m'avait dit, il faut que tu joues Louise parce que c'est un rôle pour toi. J'avais travaillé une scène, le monologue final. Je peux pas spoiler de Louise, mais j'avais travaillé ça à Londres, et je voulais absolument monter ce texte. Et en fait, on avait lu un autre truc, et je lui ai parlé d'après la fin, au détour d'une conversation. Il me dit, mais tu veux pas lire ça? Et il a insisté. Et c'est vu que pour moi, c'était pas du tout pour lui. J'ai pas voulu le lire. En fait, on a lu. Il y a eu une forme d'évidence. Il est tout à coup été hyper excité. Il a dit, mais moi, c'est vraiment les rôles que je veux. Je veux développer cette animalité. J'ai envie de ces rôles. Je veux. Et il voulait tellement que quand on a repris, en fait, une lecture en janvier, je me suis dit, bon, il va falloir travailler. Parce que c'est pas simple et qu'on se connaît peu finalement, mais c'est pas si mal qu'on n'était pas totalement amis. Personnages, parce que ça a créé une dynamique en fait entre nous. Et donc on a eu les droits, on a fait une lecture à l'Oriflamme, ça a très très bien marché. On a eu du coup le créneau à Avignon validé. Là on a trouvé, enfin voilà, on a lancé la prod et on a commencé les répétitions fin février, à hauteur de à peu près 3 fois par semaine, et plusieurs petites résidences. On a quand même énormément travaillé, beaucoup corporellement, parce que donc je te parle de London School of Dramatic Arts, mais j'étais aussi 3 fois en Inde. J'étais formée au yoga. Donc moi j'ai une approche très physique du jeu. Le yoga a pareil changé ma vie, une connaissance du système nerveux, une connaissance de l'infiniment petit de la sensation aussi. Je me suis beaucoup intéressée à des pratiques justement aussi chamaniques, de trance ces dernières années. Et donc en fait voilà, je me suis dit, cette pièce c'est une bonne exploration à la fois de la transe, à la fois du rapport au corps, et à la fois du rapport homme-femme qui me fascine, et à la fois de l'amour et de la haine qui sont finalement les deux faces d'une même pièce dans une société malade. Et donc on s'est lancé avec Julien, et puis ça donne ce que vous avez vu tous, c'est ce que tu as vu hier. Exactement. Donc voilà, maintenant on peut enchaîner. Merci déjà pour cette belle explication, et
on va revenir un peu après, mais on va revenir un peu à la petite Claudia. Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quel contexte tu as grandi est-ce que tu es de la région parisienne ou d'ailleurs et surtout est-ce que quel est ton rapport avec le théâtre depuis que tu es toute petite? Alors moi je suis née à Nice. Mon père est musicien et trompettiste. Ma première scène, j'avais 3 ans. Trop mignon. Avec mon père. Je me suis dit un jour je le dirai dans une interview et ça passera super bien. Surtout quand on me parle de théâtre. J'ai chanté sur une scène avec ma grand-mère. Je crois que c'était une espèce de scène associative où mon père jouait de la trompette pour une fête de Noël et donc j'avais chanté Vive le vent d'hiver avec mon père qui m'accompagnait à la trompette. Mais je me souviens que j'avais ce désir de bouffer la scène, quoi. Ouais. Et j'ai ma vidéo, je suis avec mon micro et j'ai 3 ans et je suis une star et je chantais et j'adore. Et non, j'avais ce côté théâtral des petites. Depuis tout petite, ouais. Quand je suis née, j'ai hurlé et mon père il m'a dit elle sera chanteuse. Donc moi ça a commencé au départ, je voulais être chanteuse, mon père était musicien. Et ouais, j'avais un truc de scène, quoi. J'avais envie de vibrer sur scène et c'était très fort. D'ailleurs, j'ai un petit frère qui est aussi un artiste. J'ai 2 petits frères, mais il y en a un qui est vraiment artiste. Donc on a quand même grandi dans une famille où moi, ma grand-mère du côté de ma mère voulait être actrice à Londres. J'ai une grand-mère anglaise. Ouais, et qui voulait être actrice. Donc ma mère ensuite, elle avait pas vraiment jamais fait de théâtre, mais enfin il y avait un peu ce mythe en fait autour de l'amour du cinéma, autour de l'amour, surtout un amour du cinéma du côté de ma mère, un amour de la musique du côté de mon père. J'ai des origines assez fortes, assez contrastées. Ma mère est franco-anglaise, sa mère anglaise, et mon père est sicilien. D'où mon nom Fortunato. Voilà. Magnifique. Et le théâtre, donc voilà, sa première scène très jeune, chanson, bon, quoi dire, ouais, on va aller directement à l'adolescence. On va faire des petits sauts sur d'autres formes de théâtralité. On y reviendra peut-être que j'ai vécu dans mon parcours. Mais non, je découvre le théâtre, j'ai 12 ans. Ça, c'est une libération pour moi. Voilà, je grandis quand même dans un, bon, je peux le dire, mais je grandis dans un univers très, comment dire, avec une forme d'embrigadement religieux, un milieu évangéliste. Okay. Donc mes parents sont enrôlés quand ils se rencontrent et quand je suis jeune. Donc là aussi pour le côté théâtral, voilà, j'ai assisté à énormément de choses très très théâtrales sur le plan religieux et en fait j'ai eu en fait en découvrant le théâtre une forme de connexion au monde enfin qui s'est établie. Donc le théâtre pour moi était la connexion avec le monde qui ne m'était pas en fait voilà, comment dire, offert en tant qu'enfant parce que mes parents étaient très 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 religieux. D'accord. Et que le théâtre finalement n'était pas non plus quelque chose de très 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 religieux. Donc moi j'étais dans un état de transgression en voulant faire du théâtre. Donc à 15 ans j'ai fait une option lourde théâtre au lycée. J'ai quitté chez mes parents, je suis allée à l'internat au lycée Bristol à Cannes. Ouais. Et ça c'est vraiment hyper important parce que ça change clairement ma vie. Déjà, je quitte le giron familial et je vais prendre aussi un truc. Voilà. Ouais, c'est les 45 degrés. Il fait très très chaud, j'avoue. Et donc j'arrive au lycée Bristol qui avait une réputation dingue en fait dans le sud de la France parce que on avait 8 heures de théâtre par semaine. Et ça, c'est vraiment mon éducation théâtrale. Ouais. Et c'est ma connexion avec le monde de l'art, le monde de la culture, parce qu'on doit avoir 40 spectacles par an. D'accord. Ça fait partie de notre formation, donc j'ai 15 ans et je découvre le monde du théâtre
là où j'étais jamais vraiment allée au théâtre avant, parce que j'ai eu cette éducation religieuse. Le théâtre est ma porte de sortie vers le monde des humains, parce qu'on n'était pas vraiment des humains, on était un peu des extraterrestres à la maison, ce qui est pas faux. Mais du coup, ça veut dire que chez toi, est-ce qu'il y avait la télévision? Est-ce que vous regardiez? Non, pas de télé. Il y avait pas de télé, interdiction de la télé, mais on regardait des VHS avec toutes les scènes les scènes d'amour dans tous les films supprimées, bloquées, ça faisait tout gris, D'accord, ok. Donc une scène de violence, scène d'amour. Voilà, et moi je monte après la fin. Ah ouais. Donc moi clairement j'ai récupéré tout le territoire. Non, mais clairement j'ai grandi sans télé, j'ai grandi coupé du monde en fait, clairement, dans un vrai isolement psychologique. Enfin, une sorte de monde à côté du monde, quoi. Ouais, bien sûr. Un système d'emprise qui se rapproche clairement de la secte. Voilà. D'accord. Donc moi, c'est pour ça qu'aussi monter après la fin, c'est vachement intéressant pour moi, parce que je connais bien ce mode de fonctionnement. Oui, bien sûr. Et c'est des sujets qui m'intéressent, et parce que j'ai traversé le miroir, en fait, au cours de ma vie. Effectivement, voilà, quand je découvre le théâtre, la nudité sur scène, j'ai 15 ans, enfin voilà, des choses, en fait, où je vois un décor libre. Je suis fascinée par la liberté du corps, et je suis fascinée par la subversion, et par un regard métaphorique aussi sur le monde, et une poésie sur le réel, et un imaginaire qui s'ouvre. Donc le théâtre, je suis formée au lycée. Ils sont de tradition Ariane Mnouchkine. On va d'ailleurs voir le dernier Caravansérail à Paris. Donc j'étais jamais allée à Paris. La première fois que tu rentres dans un théâtre, c'était à Paris? Non, j'en avais vu 40 spectacles par an. Ah oui, voilà. Mais là, en terminale, on était allé voir on est allé voir le théâtre de Mnouchkine à la Cartoucherie. Donc c'était une expérience aussi, d'aller à Paris avec cette communauté. On avait une semaine par an où on était en fait les secondes, les premières, les terminales. On allait sur les îles de Lérins, qui sont à Cannes, en fait, petite île, pour faire du théâtre pendant une semaine, 24 heures sur 24. Wow. Et c'était les premières cigarettes, les premiers verres de vin, les premières bières. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que j'étais petite chrétienne. J'étais tout le temps au premier rang, j'étais tout le temps, et là, j'étais, oh là là, je me dévergonde. Et le théâtre, dis donc, ce sont vraiment des gens très dévergondés, mais j'avais cette admiration pour ça, en fait. Ouais, le théâtre m'a ouvert sur le monde, ouvert sur moi-même, ouvert sur d'autres espaces, en fait, de liberté intérieure. Moi, la liberté et la libération sont vraiment des sujets qui m'intéressent beaucoup. Sur le plan et psychologique, et théâtral, et artistique. Et c'est vrai que ma première mise en scène devait parler de ça. De liberté, parce que finalement, cette pièce, elle parle de liberté. Elle parle de désir de liberté, en fait. Tout à fait. Oui, clairement, mais c'est dans le sens propre du terme, quoi. Ouais. Le fait d'être dans un bunker, voilà. On peut pas parler de liberté sans parler d'enfermement. C'est ça. Et donc, moi, j'ai un vécu qui résonne vraiment avec le sujet de la pièce, quoi. Donc, le théâtre a été mon espace de liberté. Après, je suis allée à Paris. Je faisais de la danse aussi, du chant quand même. Et là, j'ai rompu avec le chant parce que c'était trop lié à mon père. Et je me suis dit, non. Alors, je suis coupée avec ma famille. Bon, je leur parle maintenant. Eux, ils sont sortis aussi de cet univers évangéliste maintenant. Mais ouais, je parle de cet univers-là parce que c'est vrai que c'était une forme d'enfermement, en fait. Bien sûr. Un enfermement psychologique et familial aussi, et du groupe qui forcément est lié à la notion de libération et de liberté qui résonne avec après la fin, quoi. Bien sûr. Et après, j'arrive à Paris. Je fais une Hippocagne, théâtre aussi. Il se passe un événement sur lequel j'écris quand j'ai 18 ans qui me fait arrêter mon Hippocagne. Et une rencontre un peu spéciale avec un homme, justement, et qui me remet dans un espace d'emprisonnement à un niveau, j'écris dessus, donc plus physique.
D'accord. Ouais, ça, je laisse, voilà. Très bien, très bien, très bien. Et en fait, j'arrête l'hypocagne, mais je veux être actrice à tout prix. Et pour moi, être actrice, dans mon conditionnement de l'époque, c'est être une femme objet, c'est être une muse, c'est être une fille sexy. Parce que on m'a raconté dans le monde dans lequel j'ai vécu que être actrice aussi, c'était être un peu une pute. Et finalement, c'est aussi toute cette ère MeToo. Enfin voilà, moi je grandis dans un monde où être actrice est très subversif. Ah ouais. Alors que mon éducation de départ au théâtre que j'ai reçu Mnouchkine, c'est l'opposé de mon désir de star, de starlette que je fantasme. Mais l'éducation théâtrale que j'ai reçue, c'est vraiment très communautaire, très anarchiste. C'est Mnouchkine, c'est vraiment, on est au service d'un texte, on disparaît en tant qu'individu, on disparaît en tant qu'ego, on est au service de la pièce. Donc je viens de ça. Moi, je viens d'une éducation très théâtre public, très française, très traditionnelle, du contemporain. Et je m'en suis totalement séparée en arrivant à Paris, finalement. Donc là, j'ai fait le conservatoire du 7e et le laboratoire de l'acteur. J'ai pas du tout retrouvé l'intensité d'éducation que j'ai eue au lycée. Parce qu'au lycée, c'était très, très marquant comme éducation théâtrale. J'avais vu beaucoup de choses, je m'étais nourrie vraiment très, très en profondeur. Voilà. Et puis, il y a des collectifs aussi qui se sont formés après. Et il y a une comédienne, metteur en scène, qui avait créé un collectif au lycée, qui m'a rappelé en 2019, qui m'a dit « J'aimerais bien que tu reprennes un rôle dans ma pièce. » Donc, collectif Art Space. La pièce s'appelle Rétrosexuel. Donc, un théâtre pareil, très physique, sur un cauchemar, une fille qui croit qu'elle a attrapé le sida et qui, du coup, vit elle aussi une transe et un cauchemar qui est très figuré sur scène. Ah ouais. Donc, très théâtre public aussi. Je rencontre d'ailleurs mon assistante mise en scène Ariane Jarry sur cette création. Donc on s'est connecté en 2019 sur finalement une création qui était en lien avec mon lycée. Donc là, je reconnecte mes racines théâtrales dans un moment où j'ai mes 2 premiers rôles principaux au cinéma avec un réalisateur franco-libanais qui s'appelle Christophe Karabache, qui lui, pareil, a un cinéma ultra radical, ultra politique, très subversif. Donc je viens quand même d'une tradition aussi du corps, de la subversion. Je pense totalement en écho en fait avec mon histoire familiale religieuse où je suis allée complètement à l'opposé. Le réalisateur, il avait grandi chez les jésuites au Liban, il est orphelin de guerre, donc voilà, il a connu la violence et son propos était autour de la violence. Et moi, c'est vrai que les tréfonds de la psyché m'ont toujours beaucoup intéressée parce que j'ai moi-même creusé dans les tréfonds de ma psyché et que j'ai déconstruit le cadre que j'avais reçu. Donc je me suis retrouvée sans cadre, en état anarchique. Et face à la réalité, donc j'ai été très attirée par les dynamiques plus anarchistes et anarchiques. Donc voilà, 2 rôles principaux en 2019, cinéma très corporel, un peu Lars von Trier, cinéma coréen, enfin voilà, des tableaux, vraiment des œuvres d'art. Donc je suis heureuse d'avoir fait ces films, mais ils ont été très exigeants sur le plan psychologique aussi et physique. Mais c'est une grosse éducation du coup aussi pour moi. Juste après, en fait, il y a une forme d'isolement. C'était un moment aussi où je passais beaucoup de casting, donc j'avais pas mal aussi de rôles pour la télé en parallèle. Assez vite, j'ai aussi une comédie au théâtre qui se présente à moi, donc un truc complètement différent. Et là, je me dis, oh là là, j'ai besoin, pour sortir de Christophe Karabache, d'une bonne grosse comédie. Oui, parce que j'ai besoin de légèreté, j'ai besoin de marée. Donc, Un banc pour 2 de Jérôme Deverdière, qu'on jouera aussi à Avignon. On est 2 sur scène. C'est 2 femmes qui ont l'une attend son mari, l'autre attend son amant. En fait, on se rend compte que c'est le même homme. Elles sont assises à côté, dans un jardin public. Donc ça, c'est une pièce qu'on reprend à Avignon, après 4 ans après l'avoir jouée. Voilà, donc ça, c'était mon éducation un peu théâtrale, donc assez entre théâtre contemporain, cinéma super radical, télévision, des courts-métrages, de l'écriture. Et là, je me dis, j'ai besoin d'ordre. Après le chaos, après la subversion, après ma croyance et mon conditionnement qu'il faut être une femme objet, être nue, être subversive, toujours dans l'excès, en réaction à mon éducation religieuse. J'ai besoin d'ordre, j'ai besoin de remettre de l'ordre. Donc je suis allée à Londres faire une école.
Ah ouais. Alors, à nouveau. Raconte-nous. Voilà. Et Ça, là, ça m'intéresse aussi, parce voilà. que c'est intéressant aussi de fait. Tu vois les parcours. Bah oui, du coup, Ouais. Et là, je me suis dit, il faut que je devienne une femme. En fait, faut que je reconnecte à mon intelligence. Donc, j'avais toujours une sorte de, comment dire, je me sentais presque avoir une sorte de lacune intellectuelle, là où j'avais grandi dans un truc super intellectuel, super intello théâtral au lycée, et où j'avais vraiment des pistes hippocagne pour être, pourquoi pas, passer l'agrégation, enfin, ou faire des choses vraiment pour activer le monde de la culture et le monde de l'intellect. J'avais ces possibilités-là. J'ai décidé de casser ça en sexualisant dans des rôles et en ayant une croyance que j'avais envie de rayonner cette poupée, cette Marilyn Monroe. Et en même temps, elle était extraordinaire parce qu'elle m'a permis de gagner une liberté folle, cette phase-là de ma vie. Et moi, cette liberté, elle a toujours été ma recherche. Ouais. Et la sortie des sectes, la sortie des cadres et la sortie des carcans et la sortie des boîtes a toujours été mon... Donc la boîte, le bunker, a toujours été ma quête. Et elle le sera, je pense, toujours à différents niveaux. Dès qu'il y a un enfermement quelque part, je le casse. Donc, Londres, reprise. Donc là, je me dis, voilà, ok. Donc je me suis aussi enfermée dans un machin. Donc il faut que je le casse, que je revienne finalement à d'autres racines, donc mes racines anglaises, de ma grand-mère, et que je retourne vraiment à cette incarnation d'une actrice sérieuse. Ouais. Je me suis dit, je vais être une actrice sérieuse. Donc je me suis dit, je suis franco-anglaise, je vais aller à Londres, je vais me débrouiller et tout. Et donc j'ai fait cette école. Donc là, Londres, c'est 40 heures par semaine. Ah oui. On a le diplôme en 1 an, 11 profs, qui viennent tous de la lambda. Enfin voilà. Et là, nous, on avait des petits groupes. Et puis on avait donc des cours de danse contemporaine, des cours de recherche d'animaux, des cours de voix, des cours de diction, des cours d'accent, des cours de toutes les méthodes, Stanislavski, Meissner, Strasberg, donc des profs différents pour toutes les méthodes, des cours de caméra, des cours de life coaching. Donc ça, c'est les Anglais qui ont ça, c'est-à-dire que aussi pour comment on se sent bien. Donc moi qui avais aussi commencé les thérapies bien plus tôt dans ma vie, pour voilà m'intéresser au monde de la psyché, etc. Là, le life coaching, je trouvais ça super de faire ces trucs en groupe dans le théâtre parce que finalement, c'est aussi ce qu'on cherche en tant qu'artiste. Donc c'était des cours très précieux. Là, j'ai joué Lady Macbeth. Je me suis dit, je suis une actrice très sérieuse. Ah oui, ouais, ça a fait un grand classique. Ouais. Et surtout, ah oui, ce qui était très important pour moi à Londres, c'était, c'est comme si je vivais le passage de ma petite fille à la femme. Et que je me disais, je ne peux pas devenir une femme si je ne retrouve pas, en fait, mon esprit. Et que je n'unis pas mon esprit et mon corps, qui était finalement aussi ma quête de toujours. Donc, après Londres, je pars aussi en Inde directement, me former au yoga dans la foulée. J'ai mon diplôme, je pars en Inde. Je passe 200 heures de yoga à Goa. Donc pareil, réunion corps-esprit. Et je pense réunion aussi entre mes racines religieuses et ma subversion et toujours cette quête en fait d'unité, quoi, de retour à moi. Donc c'est vrai, ce retour à moi, à mon je suis, a été je suis dans mon identité. Ça a été ma quête en fait de savoir comment me positionner dans mon identité, savoir qui je suis, aussi mes origines qui étaient assez contrastées. Et donc ça, c'est ma recherche d'artiste. Donc Londres, le yoga, ensuite les États-Unis. Je suis allée me former aussi à Los Angeles un peu. J'ai fait pas mal d'ateliers avec différents professeurs. George Beaton, c'est un metteur en scène qui a beaucoup travaillé à New York. J'ai travaillé avec beaucoup de coachs américains, anglais, donc beaucoup avec des anglo-saxons. J'ai travaillé beaucoup la méthode Meissner aussi, avec Anthony Montes notamment, Tracy Pellegrino et Marc Pellegrino. Voilà, tout ça, ça a créé un melting pot en fait qui m'a connecté à mes racines anglo-saxonnes. Et aussi, j'ai eu cet ajout du yoga qui est venu avec des cours de philosophie védique, des cours d'anatomie, des cours donc pour parler du système nerveux, des
cours d'alignement, enfin voilà, qui m'ont comme réaxé dans mon corps, dans ma psyché et dans mon âme et mon esprit. Enfin voilà. Et donc ça a été ma quête d'artiste. Et ensuite je suis rentrée et je me suis dit bon bah qu'est-ce que je fais de tout ça? Est-ce que j'ai envie d'aller m'installer aux États-Unis? Ce qui est toujours, j'adore Los Angeles, c'est un énorme coup de cœur. J'aime énormément la liberté de cette ville justement où il y a que des artistes qui se retrouvent à travers le monde et qui ont ce désir de créer et qui voilà. Donc Los Angeles j'adore. Mais je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et en fait le théâtre est revenu comme un vrai sujet. Au moment où je démarre cette pièce, 2 rôles principaux, on me propose 2 rôles principaux. Donc je tourne 2 films. Et là je viens de faire 2 films avec Cheyenne Marie Caron, réalisatrice cinéma indépendant. Les 2 films s'appellent Alexandre mon amour et Isor et ils vont sortir en 2027. Et donc ça c'est une grosse année 2026. Donc ouais, tout ça nourrit le spectacle. À la fois ma vie personnelle et à la fois mes voyages et à la fois les rencontres artistiques et professionnelles de ces dernières années. Et comme je disais, mon principal à Londres qui me dit il faut que tu joues Louise. Et finalement, je décide de mettre en scène Marc en tant que Louise. Ouais, incroyable. Vraiment, je m'attendais pas à un parcours aussi impressionnant. Ah ouais. Est-ce que je me demande, je m'en rends même plus compte, moi. Je suis là. C'est que c'est pas une question qu'on me pose au-delà, mais est-ce tu peux dire ton âge? On dirait que j'ai 45 ans. Parce que non, tu me dirais que j'ai quel âge? Bah non, je sais pas, t'as même pas 30 ans. Non. Non, je sais pas. Ouais, non, je sais pas si je dis mon âge. Comme tu as le droit, il y a plein d'invités. Non, je le dis pas. C'est le mystère. Non, j'ai 53 ans. Bon, tu me donneras la crème de jour et demi parce que ça m'intéresse. Je prends en fait. C'est le yoga. Non, mais moi c'est la jeunesse éternelle. Oh là là, révérence. Mais c'est beau, mais moi j'aimerais creuser un peu parce que toutes ces expériences, parce qu'elles sont quand même très nombreuses. Si tu dois comparer un peu toutes ces différentes méthodes, que ça soit française, anglaise, américaine, Moi, j'ai indienne, comment tu pourrais décrire ces différentes expériences? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à quelqu'un de faire? Ah oui, alors moi, le voyage, c'est quelque chose qui pour moi nourrit un artiste, nourrit une sensibilité. Moi, si ma mise en scène, j'ai voulu faire un voyage pour le spectateur, si j'avais pas voyagé, je me serais jamais sentie légitime de créer. Pour moi, le voyage alors, ce qui est assez fascinant, surtout que en Inde, j'ai voyagé seule. J'y suis allée 3 fois. Alors, le 3e voyage, j'ai une copine qui m'a rejoint parce qu'elle avait trop envie de venir en Inde. Mais les 2 premiers voyages, j'étais seule. Ce qui est assez fascinant, quand on voyage seul, surtout en Inde. Moi, j'ai un prof de philosophie védique à Rishikesh qui m'a dit, je suis allée beaucoup à Goa. J'adore Goa, c'est sublime. Il y a des vaches sur la plage qui se baladent. Sympa. Donc, c'est fou. On est en extase de vie, quoi. C'est la jungle sur l'eau. C'est hippie. Enfin, moi, j'adore le côté hippie. Ça me fait rêver, quoi. Trop bien. Et en fait, du coup, j'avais ce prof de philosophie védique qui m'a dit l'Inde, ce n'est pas un pays, c'est un pays intérieur. Et c'est hyper intéressant. Il disait que c'est une terre qui révèle la terre intérieure. Dans le sens où on va dans ce pays, enfin, on va en Inde pour se rencontrer. Et c'est comme si la terre va nous renvoyer un miroir, surtout en tant qu'occidentaux, de là où on en est, de notre trajectoire. Est-ce que tu t'es trouvé d'âme. C'est la grande question. En fait, ouais, clairement, moi, l'Inde, les 3 voyages, je vais y retourner 1 fois par an en Inde. Les 3 voyages ont vraiment, réécrit des choses et cassé des cycles. Et voilà, et on remet de l'ordre dans le chaos. C'est une terre très chaotique qui remet de l'ordre. Et je crois beaucoup à ça, en fait. Je crois beaucoup au chaos qui
désorganise et ou à l'ordre et qu'on doit rétablir dans le chaos, mais que ces deux forces qui sont d'ailleurs en Égypte antique aussi des forces d'unité de la Ma'at. Ça aussi, je sais pas, je suis jamais encore allée en Égypte, mais de l'équilibre des forces opposées, le chaos et l'ordre. Voilà, moi je pense que c'est aussi un truc qui au théâtre est hyper intéressant. Moi le phénomène de catharsis m'intéresse beaucoup. Donc en fait, je dirais que j'ai une théâtralité aussi dans ma vie et que je me suis mis dans des situations théâtrales pour vivre des catharsis et que j'aime la catharsis comme des espèces de révélations et de transmutation personnelle. Et donc là, ça s'est imposé de mettre en scène pour faire vivre aussi une catharsis, d'ailleurs à l'acteur, parce que le pauvre, faudrait l'interviewer aussi. Je crois qu'il est en pleine catharsis. En fait, c'est moi la MeToo maintenant. Là, je disais le monde avant MeToo. Mais c'est moi la femme de pouvoir. C'est moi Weinstein, en fait. Je me transforme. Non, la catharsis, c'est ce pourquoi on va au théâtre, c'est pour être face aux passions. Et le théâtre a vraiment ça parce qu'on est en présence des acteurs. Donc moi j'ai vécu des catharsis personnelles à multiples endroits. Et là je reviens à un état où je m'assagis, et je me pose un peu plus, je suis un peu plus centrée. Et j'arrive à maintenant me dire que je peux proposer quelque chose dans le monde de la culture. Et tu le proposes très très bien. Voilà. Vraiment, c'est touchant de parler avec toi parce que moi je suis un amoureux des voyages. Ah oui, t'as voyagé où? Je suis parti. Là, je reviens d'Argentine. Ah, j'adore. J'ai trop envie d'aller en Amérique du Sud, je suis jamais allée. Mon mari est colombien, donc du coup, on part souvent en Colombie. Trop bien. Et c'est un continent qui est sublime, avec une autre philosophie de vie. On se rend compte que nous, les Français, on est quand même toujours dans l'urgence, toujours plus, on se pose jamais, on est vraiment le côté, surtout à Paris, il y a un côté vraiment tout le temps dans l'urgence. Et les nombreux voyages, parce que moi j'ai quand même pas mal voyagé aussi, ça m'a toujours apporté ça, c'est-à-dire que de voir une vision différente, et notamment dans l'art, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'aller voir du coup des spectacles en espagnol, et c'est encore différent, c'est encore ils amènent beaucoup de joie et aussi beaucoup d'intensité. L'Argentine, Buenos Aires, c'est le tango, c'est très intense, c'est très puissant, très sensuel, et en même temps, pareil, on sait plus finalement si c'est l'homme, la femme, tout se mélange. Il y a cette puissance corporelle qui est très intéressante. J'ai eu la chance aussi d'aller au théâtre Colonne. Si toutefois tu dois aller à Buenos Aires, c'est un sublime théâtre. Qui trop envie d'aller en Amérique du Sud. C'est très très beau. Je te donnerai des bonnes adresses. On y va à la fin de l'année avec Verdi, ma coproductrice, c'est Colcata. Parce qu'on a un mariage. Enfin, j'ai un mariage d'une américaine que j'ai rencontrée qui se marie au Mexique. Ah super. Donc on va en profiter pour t'as bien visiter. Je te donnerai des bonnes adresses si tu veux. Ouais, trop bien. Pour en revenir à ta promo, parce que du coup, on est là aussi pour ça. Ah, c'est cool. Tu pars dans quelques jours du coup au Festival Off d'Avignon. Est-ce que tu peux rappeler du coup les dates des représentations et les différentes pièces où on va avoir la chance de venir te voir? Alors, donc après la fin, ma première mise en scène avant-première hier aura sa générale, on va dire officielle, le 3 juillet. Avant le début du festival qui commence le 4 et qui se termine le 25 juillet. Donc on jouera du 4 au 25 juillet avec des relâches le jeudi au théâtre de l'Oriflamme à 11h30 après la fin de Dennis Kelly, dans ma mise en scène, et dans le même théâtre de l'Oriflamme, j'aurai aussi l'honneur de jouer dans ma comédie qui m'a rafraîchi les idées et qui m'a accompagnée pendant mes voyages. Parce qu'attention,
je voyageais, mais je revenais jouer la comédie Un banc pour deux pendant 3 ans. C'est pour ça que j'étais intermittent du spectacle et que je pouvais aussi voyager. Mais bon, après, ça me coûtait vraiment peu parce que j'allais en Inde. Enfin, je me suis bien démerdée quand même. Super. Mais ouais, je jouais Un banc pour deux, ce qui me permettait de garder mon intermittence. Donc, c'était vraiment génial. Trop bien. Et j'ai joué cette comédie super rafraîchissante, très bien reçue tout le temps, qui a fini par faire des salles combles et à faire tout le temps l'unanimité de ces deux femmes qui ne se ressemblent pas du tout et qui vont devoir parler pendant 1h10, je crois qu'elle dure la pièce, de leur rapport aux hommes, encore une fois, toujours et à l'amour. Et voilà, donc il y a des ponts. C'est 2 pièces qui parlent aussi de mensonges, de dissimulation, d'hypocrisie masculine et de maltraitance à un niveau différent. C'est très très drôle parce que j'avais ce livre là que j'ai sorti, Le Monde avant MeToo, qui parle du rapport homme-femme. Mais je le montre maintenant qu'on est chez moi. Mais t'as bien raison. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait on vient là juste le sommaire. L'homme est-il un loup pour la femme? Est-il dangereux d'être belle? Les femmes doivent-elles être angéliques? Une femme, est-ce que ça se mate? Un monde construit par le désir masculin. Les femmes doivent-elles se conduire comme des prostituées? Les femmes sont-elles un terrain de jeu? Les hommes ont-ils peur de la puissance des femmes? Les femmes ont-elles été complices du machisme? De grandes questions universelles et qui traversent notre monde contemporain. Et je pense qu'en fait, on vient d'une société où on a beaucoup sublimé et idéalisé la femme objet, aussi la violence faite aux femmes. Et qu'on vient d'un monde avec des publicités constantes. Ça, c'est un livre de Agnès Grossman avec 100 images de la pop culture décryptée du monde avant MeToo, voilà. Et on vient d'un monde où en fait les hommes avaient l'habitude de prendre le contrôle sur le corps des femmes et de prendre le contrôle sur les femmes tout court. Et en fait, ils sont totalement paumés, les mecs, aujourd'hui, post-MeToo. Ils savent plus du tout comment gérer une femme. Et nous, on a pas mal avancé, mais eux, ils sont largués, quoi. Et donc, en fait, finalement, cette pièce, c'était aussi pour essayer de reconnecter à l'homme. Et j'ai essayé avec l'acteur de lui refaire contacter sa violence, parce que peut-être que s'il est face à ça, il peut devenir un homme. Alors lui, il est pas déconstruit. Enfin, j'oserais pas dire que mon acteur n'est pas déconstruit. Mais est-ce qu'un homme déconstruit est sympathique? Je sais pas, ils sont terrifiants. Donc, puis parfois, les vrais hommes peuvent avoir différents niveaux de construction, déconstruction. Mais finalement, être soi-même dans une société où on déconstruit, c'était moi ce qui m'intéresse aussi. Et ce qui m'intéresse, c'est de recréer un espace de dialogue. Parce que quand on vient deux univers qui encore il y a 40 ans étaient aussi stéréotypés, c'est compliqué de se construire en tant qu'homme et de savoir comment se comporter face à une femme aujourd'hui aussi. Totalement. Et c'est ça qui m'intéresse aussi dans la création. Et on sent vraiment que c'est un sujet qui est très sensible chez toi ou que tu as envie de défendre en tout cas. Et c'est comment aimer, comment désirer, comment consentir ou comment repousser. Exactement. Et c'est peut-être les gens auront la réponse en venant te voir au théâtre. Alors est-ce que je donne une réponse? Je sais pas. Oui, il faut venir me parler. En tout cas, ça ouvre à l'interrogation. Ça ouvre le dialogue. Voilà, ça ouvre le dialogue et c'est ça qui est très intéressant. Merci beaucoup, Claudia, merci beaucoup, Cédric. Cette interview. Merci infiniment. Et je te dis à très très bientôt. Et merde, déco. Merci. Ciao. Merci d'avoir regardé cet épisode des Théâtreux. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre.